publié aux éditions Albiane, Un homme libre, c'est le titre de votre livre d'entretien avec Léo Miguel, ancien responsable de la résistance corse. Il fait suite au documentaire que vous aviez consacré à cet homme de l'ombre, on le verra, nom de code Léo. Alors Dominique Lanzalav, pouvez-vous nous présenter votre sujet d'étude qu'est Léo Miguel? Écoutez, il y a un certain moment, j'ai fait une maîtrise d'histoire sur la prise du pouvoir en Corse et la libération, sur les questions politiques. Et là, j'ai été amené donc à faire la connaissance d'Elo Miguel, que je ne connaissais pas vraiment. J'avais un ami qui avait fait sa maîtrise d'histoire sur la résistance, donc je voyais apparaître le nom d'Elo Miguel, et je ne le connaissais pas vraiment. Et c'est en discutant avec lui que je me suis aperçu du rôle essentiel qu'il avait joué dans la résistance en Corse. Et c'est quelqu'un qui a toujours préféré rester un peu dans l'ombre, certains diront dans le secret. Voilà. Et puis surtout, il est vivant. Donc, vous savez qu'on connaît plus les martyrs que ceux qui ont survécu. Voilà. Et donc, au fil des années, je lui disais, Léo, ça serait bien quand même que vous témoigniez, que vous donniez votre version des faits. Et donc, j'ai mis des années à le convaincre parce qu'il ne voulait pas parler. Il disait notamment qu'il ne voulait pas parler parce qu'il n'y avait plus de contradicteurs, que ses camarades étaient tous décédés. Puis finalement, à force, il a accepté. Et en 2012, on a fait un documentaire qui s'appelait Nom de code et Léo, comme vous le disiez, pour France 3 Corse Viasté, la Méditerranée production. Mais on était dans le format du 52 minutes. Voilà. Et Léo Miguel, d'abord, c'est quelqu'un qui aime développer sa pensée. On pourra en parler tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui est féru de philosophie, de réflexion politique. Et donc, c'était difficile sur les 52 minutes. Et je lui ai dit, il faudrait aller plus loin. Voilà, donc ça aussi, ça a pris un peu de temps parce que déjà, il habite à Paris. Hein, on ne se voit pas tous les jours. Comment se sont passés les entretiens, justement? Est-ce que vous l'avez vu à de nombreuses reprises? Vous avez enregistré vos discussions? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, le point de départ de tout ça, c'est ce qu'on appelle les rushs. C'est-à-dire que quand on fait 52 minutes, je l'avais interviewé 3 fois plus. Donc forcément, on utilise déjà le matériel qu'on avait et qui n'avait pas été exploité. À partir de là, aujourd'hui, Léo Miguel a 97 ans. Donc c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer pour lui. Et on l'imagine en ces circonstances encore plus. Donc ces entretiens ont quand même quelques années. Et à l'époque, il venait à Bastia et on se voyait à Bastia quand il venait. Donc une fois tous les 6 mois, voilà à peu près. Voilà. Michel Barra, vous connaissiez le personnage de Léo Miguel? Oui, oui. Et puis, bon, si vous voulez, c'est aussi aujourd'hui de reprendre une histoire de la Corse. Et quand on parle du peuple corse, c'est aussi une histoire du peuple corse très forte. Il y a, en termes politiques, quelque chose de très significatif en Corse. La résistance corse fut communiste, d'abord, et gaulliste. Mais le Parti communiste français, à l'époque, l'Humanité titrait « Il faut que l'ouvrier français fraternise avec le soldat allemand ». C'était le titre de l'Humanité. Les communistes corses, non. Les communistes corses sont des gens qui sont rentrés en résistance dans les premiers. C'est un fait assez singulier sur l'idée de la résistance en Corse. Elle fut dès le début. Et je crois que c'est quelque chose de très significatif de le souligner. Dominique Lanzalav, on a peu d'éléments sur la résistance en Corse. Alors, il y a eu des travaux faits. Il y a eu des travaux faits qui ne sont pas forcément connus. Ils sont connus par les universitaires. Mais il y a Yanis Roder qui est aujourd'hui, on a beaucoup vu actuellement dans les questions d'éducation, avait fait sa maîtrise sur le Parti communiste en Corse. Moi-même, j'avais fait donc ma maîtrise d'histoire sur la prise du pouvoir à la libération. Et puis, il y a Sylvain Grégor, qui est l'actuel directeur du musée de Bastia, qui lui avait fait sa thèse, qui n'a pas encore publiée, mais je pense que ça ne saurait tarder. Mais vous savez, bien sûr, ça mériterait beaucoup plus de travaux universitaires. Mais est-ce que justement, il ne faudrait pas que ça sorte de l'université? Ben ça, c'est ce que j'essaie de faire depuis quelques années. J'étais parti pour faire ça. Hein. Je pensais être prof. Hein. Et puis après, j'ai voulu porter l'histoire au grand public, notamment par le biais de la télévision. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. C'est pas évident.
Alors, en histoire, on parle très souvent de devoir de mémoire. Léo Miguel évoque, lui, le devoir de témoigner quelque part une responsabilité par rapport à ses compagnons et camarades disparus. Oui, c'est à moi que s'adresse la question. Oui, Oui, bien sûr, c'est une responsabilité parce que je vous disais, des responsables de la résistance, en tout cas, il est le dernier. On peut expliquer pourquoi en 2 secondes, peut-être. bien sûr. Euh, Comme le disait M. Barra, la spécificité de la Corse, c'est qu'il y a eu plusieurs missions, mais que finalement, toutes les forces de résistance se sont groupées au sein d'une unique formation qui s'appelle le Front National. Euh, c'est pas le même, hein. Non. Et donc, le Front National de Libération de la France, et puis donc qui existait au niveau national, hein, qui avait été dominé par le Parti communiste, mais surtout qu'en Corse pour diverses raisons, parce que Fresca Maroni a été arrêté, parce que d'autres missions ont échoué, et bien des gens non communistes ont rejoint cette organisation. Mais cette organisation, donc par exemple le sénateur Paul Jacob ou Henri Maillot, le propre cousin du général. Mais la spécificité de la Corse, c'est donc qu'il n'y avait qu'une seule organisation de résistance et qu'elle était dominée effectivement par des communistes. Voilà. Et dans ces communistes à l'époque, qui dominent le mouvement de résistance, il y a Léo Miguel qui est tout jeune. Il est tout jeune, il a quoi? Il a 15-16 ans. Alors, il est de 1923, sans vouloir trahir son âge. Donc, vous pouvez faire le calcul. Non, quand la guerre éclate, il a 15-16 ans. Il s'était déjà engagé au sein du Parti communiste à 15 ans, tout à fait. Et puis, très vite, il va avoir des responsabilités dans la résistance assez importantes, jusqu'à devenir le responsable des jeunesses communistes, responsable du Front patriotique des jeunes, un peu la branche armée des jeunesses communistes, et puis l'un des 3 secrétaires du Parti communiste clandestin en Corse. Ah, là, il a à peu près 19 ans, 20 ans. Ouais. Michel Barra, sur ce parcours hors norme. Écoutez, Dominique, il a tout dit. Et effectivement, le vrai sujet sur la Corse, c'est le leadership était communiste, mais c'était ce qu'on appelait à l'époque le Front National pour la Libération, qui avait quelque chose d'une unicité. Et dès le début, c'est donc là, on est sur quelque chose d'avant. Et puis, il y a l'idée du témoignage, plus que le devoir de mémoire. Vous me permettrez de faire une comparaison. Dans ma vie, j'ai croisé, et je croise toujours, l'un des derniers 3 compagnons de la Libération, Hubert Germain. Pourquoi cet homme qui a 97 ou 98 ans continue-t-il de parler? Il ne fait pas un devoir de mémoire. Il ne parle pas de lui. Il veut témoigner des gens qui ont combattu avec lui. Et je crois qu'on trouve quelque chose là de très fort. Dans ma vie, j'ai croisé des gens qui ont fait de la résistance dans les Hauts-de-Seine, où j'ai travaillé. Dans les Hauts-de-Seine, des gens qui étaient proches de Charles Bascois, voire lui. Et de l'autre, les communistes dans les Hauts-de-Seine. Quand vous regardiez comment ils se comportaient ensemble, de bords pourtant apparemment irréconciliables, il y avait un lien réel de ces gens de la résistance. Et on a même vu, moi j'ai même vu des échanges qui étaient très profonds là-dessus, et alors que la divergence politique au sens politique ordinaire était très forte. Dominique Lanzala. Je peux remonter sur ce que... Oui, mais juste une chose, Léo Miguel ne dit jamais « je » aussi. Mais non, il ne dit pas « je ». Dominique. D'abord, c'est sûr qu'en tant que communiste, il préfère dire nous, c'est sûr, que je. Mais c'est vrai que non, il n'y a vraiment pas la volonté de se mettre en avant. Et d'ailleurs, même lorsque je lui dis, mais c'est vous qui avez rédigé, par exemple, l'appel du 1er mai, il me dit non, c'est pas moi, c'est moi qui l'ai rédigé, mais au nom des autres. Donc voilà, c'est vrai qu'il ne supporte pas de dire je. Par contre, ce que disait M. Barra est tout à fait juste. C'est d'ailleurs, Jean Rabaté a fait un article dans l'Humanité là, sur le livre, et il reprenait cette citation de Léo qui est dans le livre, où il disait en fait, nous avons uni nos forces avec des gens dont nous ne partageons pas forcément les idées, mais nous avions un but commun. Un but commun qui était de se débarrasser du fascisme et de libérer la Corse. Donc, et comme il dit, si nous avions tous les mêmes idées, nous serions tous dans le même parti, il n'y aurait pas besoin d'union. On fait de l'union avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées.
Oui. Léo Miguel le dit tout au long de vos entretiens, la menace, c'est la montée du fascisme avec une crainte que la Corse bascule du côté de l'Italie fasciste. Dominique. C'est-à-dire que, oui, à partir du moment où le fascisme s'est installé en Italie, Mussolini a très tôt dit que, pour reprendre une expression de Léo Miguel, il ne supportait pas ce pistolet constamment pointé sur le ventre de l'Italie qui était la Corse. Voilà. Et donc, forcément, il voulait la récupérer. Après, il y a toutes les thèses irrédentistes, c'est autre chose, c'est-à-dire de dire que la Corse fait partie de la sphère italienne. Ça, c'est une chose, mais c'est plus culturel. Au niveau politique et militaire, c'est vrai qu'il voulait la Corse. Et que c'est la raison pour laquelle, par exemple, le sénateur Paul Jacobi avait voté contre les points de pouvoir au maréchal Pétain. Enfin, c'est l'une des raisons, pardon, pas la seule. Mais notamment parce qu'il avait demandé à Pierre Laval qu'est-ce que vous comptez faire de la Corse. Et il n'avait pas eu de garantie là-dessus. Donc, vraiment, quand la guerre éclate, en Corse, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que quand même, il y a cette puissance derrière l'union entre Mussolini et Hitler. Donc, il y a cette crainte de voir la Corse devenir italienne. Et puis, en 42, en novembre 42, il y a quand même 80 000 soldats italiens qui arrivent en Corse. Ça fait presque un soldat pour 2 habitants. Oui. C'est ça qui a motivé aussi leur engagement. Vous l'avez dit, à cette époque-là, Léo Miguel, il a 15 ans, 16 ans. Comment on explique cette conscience politique, cet engagement aussi jeune? Parce que voilà, il n'était pas le seul, mais quand même. Alors, en vérité, dans le témoignage de Léo Miguel, le point de départ pour moi, c'est ça. Je voulais comprendre à travers lui, puis à travers d'autres que j'ai rencontrés, comme M. Barra, je pense, comment aussi jeune on peut s'engager au péril de sa vie. Au péril de sa vie, on peut rester tranquille chez soi, ne rien faire, voilà. Ce que peut-être j'aurais fait, je ne sais pas, mais s'engager au péril de sa vie. Et plusieurs fois, il a failli mourir, il a vu beaucoup de ses camarades tomber. Il disait toujours qu'André Giusti, vous savez, qui est mort avec en Dologne, André Giusti, quand ils mangeaient ensemble, il lui disait « Léo, faisons un bon repas parce que nous ne verrons peut-être pas le soleil de la libération ». Il disait « Lui, il ne l'a pas vu et moi, je l'ai vu ». Il dit, dans le livre, il dit « J'en suis presque un peu honteux, mais c'est comme ça, c'est une question de chance après aussi ». Mais moi, ce sont ces jeunes, pourquoi, et moins jeunes d'ailleurs, hein, et de comprendre à travers lui, son parcours, comment on peut s'engager comme ça. Et s'engager dans la politique, et s'engager jusqu'à être capable de pouvoir perdre la vie, et même très jeune. Michel Barra. Écoutez, sur ce sujet-là, je connais un personnage, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur. Pourquoi il est rentré très jeune dans la résistance? Il a remplacé son oncle. C'est une histoire corse. Son oncle se fait arrêter et lui devient le messager à la place de son oncle. Vous savez, c'est les choses dans ces cas-là, au point de départ, les gens sont-ils des héros? Pas du tout. Et ils ne veulent pas être des héros d'ailleurs. C'est ce que vous disiez d'ailleurs sur le jeu de chez Léo Miguel. Les choses se font naturellement ou ne se font pas. Ça, c'est extrêmement important. C'est un problème de caractère, sans aucun doute, de culture, de famille. Mais c'est une décision qui va engager tout le reste, mais c'est naturel. Dominique. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ce que me répond un peu Léo Miguel aussi. Il y a les circonstances. Il y a les circonstances. C'est-à-dire que lui, il va s'engager au Parti communiste. Bon, mais il a vécu, son père était docker à Bastia, il a vécu des luttes comme ça sociales importantes dans les années 30. Il va se passer un fait majeur, c'est qu'en 1939, lui, il est déjà rentré au Parti communiste. Il a participé au congrès des jeunesses communistes d'Issy-les-Moulineaux, où il a rencontré Daniel Casanova, Gabriel Péry. Bon, il est déjà engagé politiquement. Mais en 1939, le Parti communiste est interdit à la suite de la signature du pacte germano-soviétique. Donc, il se retrouve lui-même, comme il le dit, déjà dans une semi-clandestinité, puisqu'il appartient à un parti qui est déjà interdit. Voilà. Et ensuite, il est élève à l'école normale pour devenir instituteur à Bastia. Et c'est là que va éclater le gros du problème, je dirais 42-43. C'est-à-dire la couverture du livre, si vous l'avez, c'est la photo de sa carte d'élève instituteur de 42-43. Donc, on est en plein dans cette année-là. Il est élève instituteur au lycée de Bastia. Les Italiens débarquent, et là, il va rentrer tout naturellement, je dirais, dans ce processus de résistance et donc de clandestinité. Alors, ce qui ressort aussi de la force du témoignage par rapport à un livre d'histoire, je dirais, académique, c'est la nuance qu'apporte le fait d'avoir vécu l'événement. C'est ce qui ressort de cette discussion
Rien n'est simple sur l'URSS, sur Staline, sur le pacte germano-soviétique, entre autres. Dominique, vous pointez à chaque fois ces nuances, ces propos. Alors, déjà, quand il avait accepté de parler, il m'avait dit, j'accepterai de parler, mais si tu me pousses un peu dans mes retranchements. Voilà, il ne voulait pas que je lui passe la brosse à reluire, déjà. Voilà. Donc, forcément, mais il y a des questions qui fâchent. On ne peut pas l'interviewer sans lui parler du pacte germano-soviétique et comment il a vécu, surtout lui, à l'époque. Alors, encore une fois, il avait 16 ans. Il avait 16 ans. Il dit, quand on distribuait des tracts, alors à ce moment-là, du Parti communiste à Bastia, on n'était pas très bien reçus. Voilà. Alors, il donne sa version des faits. Je ne suis peut-être pas là pour la développer, mais sa version des faits à lui, c'est que, en gros, les démocraties européennes n'avaient pas voulu faire l'alliance justement avec Staline et que Staline a fait ce pacte de non-agression avec Hitler, le temps de se préparer quelque part pour lui à se défendre mieux contre Hitler. Voilà. C'était pour lui une mesure de circonstance en attendant de pouvoir faire mieux. Voilà. C'est sa version des faits et certainement discutable. Alors, l'entretien, c'est aussi un aller-retour entre hier et aujourd'hui, des propos qui peuvent parfois interpeller avec le recul et la distance. Vous le soulignez à plusieurs reprises. Alors que quand Léo Miguel y raconte, il nous replonge dans le contexte d'alors, sans le recul. C'est ça qui est intéressant. Quand il dit le capitalisme est un fascisme, par exemple, ou vous le reprenez, vous le dites, mais vous imaginez que ça peut choquer de dire ça. C'est pas exactement ce qu'il dit. Pas exactement ce qu'il dit. Il dit que le capitalisme, qu'en fait, le fascisme est une conséquence du capitalisme. Voilà. Mais ça, je n'ai pas les moyens intellectuels de développer sa pensée. Il vous l'expliquerait mieux que moi, mais bon, d'abord, c'est une pensée tout à fait. Léo, il est toujours resté dans son idéologie communiste, il est toujours encore maintenant, et plus que jamais peut-être. Donc voilà, il explique que c'est une conséquence, et il me dit, est-ce que tu ne trouves pas qu'en ce moment, ça se vérifie dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis? Est-ce que quelque part, ça ne se vérifie pas? Il n'est pas étonné, lui, de ce qui se passe aux États-Unis. Il dit c'est une conséquence, c'est comme ça. Mais pour lui, ce n'est pas un modèle de pensée, le fascisme. C'est une conséquence du capitalisme. Ensuite, qu'est-ce que vous me demandiez, pardon? Justement, c'est cet aller-retour entre hier et aujourd'hui, c'est-à-dire quand il témoigne, il témoigne avec ses yeux de l'époque, contemporain de l'époque. Alors, moi, c'est pour ça que je me suis attaché à ce personnage, en dehors du fait qu'il est intéressant par son parcours, c'est que tous ceux qui l'ont rencontré savent combien il est attachant. Et il est attachant notamment pour deux raisons. La première, c'est qu'il est vraiment ouvert aux autres. Vous voyez, il a 97 ans, donc on a quand même un écart d'âge. Il pourrait être mon père, voire mon grand-père. Il me parle d'égal à égal. Il ne me donne pas de leçons. Quand il parle aux jeunes, il parle d'égal à égal. Et ça, c'est très agréable. Et je pense que c'est parce qu'il est vraiment jeune dans sa tête. Et quand je l'interviewais, que ce soit dans le film ou pour le livre, j'avais l'impression d'avoir en face de moi le Léo Miguel de l'époque, qui avait 20 ans. Il était complètement immergé dans le sujet, et non pas la personne qui a vécu ensuite 70 ans après la guerre. Michel Varra. Oui, je voudrais faire une remarque sur le pacte germano-soviétique et la manière dont quelqu'un comme Léo Miguel, communiste, le vit. Mais ce qu'il dit, c'est ce que pensaient beaucoup de communistes et même de non-communistes, que le fascisme est une conséquence d'un capitalisme débridé. Il n'y a rien d'extraordinaire derrière ça. Le vrai problème, c'est de savoir si Staline était vraiment un communiste. Et c'est ce qui est aperçu progressivement dans la conscience des communistes nets. Est-ce que Staline n'est pas un nationalisme comme l'était Hitler, et de deux nationalismes, le germanique et le slave, qui s'unissent un moment pour écraser les démocraties occidentales? Et une fois qu'ils les ont écrasées, le pacte, il est cassé. Quand un homme comme Léo Miguel raisonne comme ça, il est instituteur. Et vous avez signalé sa carte de l'école normale, sa carte d'un instituteur. Là, on touche à quelque chose de très important de l'histoire, non seulement de la Corse, mais de la France. Et en Corse, c'est très important. J'ai de la famille de Corse qui était institut. Et puis mes parents sont des instituteurs. Vous touchez dans la représentation et dans le symbolisme politique de la France
à ce qu'on a appelé à un moment les hussards noirs de la République et du corps des instituteurs. Regardez que cela est extrêmement important dans la spécificité de la France, le rôle qu'on fait jouer et qu'ont joué ceux qui ont eu en charge l'instruction des enfants. Je suis sûr que pour un personnage communiste comme Léon Miguel, le fait d'être instituteur est fondateur pour lui. Dominique. Jean Nicot, lui aussi, d'ailleurs, était instituteur. Jean Nicot est instituteur. Il y a plusieurs instituteurs. On a donné à Bastia le nom du collège où j'étais, d'ailleurs, Simon Vinciguer, qui était professeur, et que Léo Miguel a eu comme professeur, qui était résistant aussi. Vinciguer, c'est un prof. Beaucoup d'investissements effectivement du corps enseignant dans la résistance, c'est évident. Alors, il nous raconte aussi la Corse, Léo Miguel, pas si vertueuse que ça. Déjà, il est évident qu'on n'est pas meilleur qu'ailleurs. Hein, et puis la Corse d'hier et d'aujourd'hui aussi. Hein. En tout cas, sur la Corse d'hier, il nous explique clairement que lui et ses amis ont plusieurs fois été dénoncés et que beaucoup de résistants qui se sont fait arrêter ont été avant tout balancés. Voilà. À commencer par lui, il a même été une fois dénoncé où il a su qui c'était. Il a fini par savoir qui c'était à la Libération. Donc voilà, c'est sûr qu'on n'est pas meilleur qu'ailleurs. Il y a eu beaucoup de dénonciations de résistants, de la collaboration, évidemment. Et puis aussi, il faut le dire, quand on voit juste avant-guerre certaines campagnes de presse de l'antisémitisme. Oui. Alors, quelques mots de son parcours après la guerre. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Corse a donc été le premier département métropolitain libéré, date officielle le 4 octobre 1943. Et les jeunes résistants, ça ne s'est pas arrêté là, leur parcours. C'est qu'ils ont intégré l'armée française. On les a fait partir à Alger. Donc Léo, comme les autres, est parti faire ses classes à Alger, parce que la plupart étaient tellement jeunes qu'ils n'avaient même pas fait le service militaire. Donc ils sont partis à Alger, où ils racontent d'ailleurs qu'ils sont tombés en pleine confrontation entre De Gaulle et Giraud, là-bas, entre les forces de De Gaulle et de Giraud. Et puis ils ont participé, comme les autres, au débarquement en Provence et à la libération de la France. Donc, il est revenu en Corse en 1945, c'est-à-dire un mois et demi après. Et puis, là, il a très tôt été appelé à Paris. Je pense qu'ils ont repéré son talent. Il a très tôt été appelé à monter à Paris pour faire l'école des cadres, où il a eu de grands professeurs, il en parle, comme Marcel Cachin, Joliot-Curie, voilà, par exemple. C'est grands intellectuels à l'époque au Parti communiste. Donc. Et puis, il est devenu le plus proche collaborateur de Jacques Duclos, qui était alors le secrétaire général du Parti communiste, et ça pendant 7 ans. Donc, pendant 7 ans, tous les matins, il se réunissait avec Jacques Duclos, il lui faisait un état sur la politique, sur la presse, voilà. Et c'est une période très intéressante. Beaucoup de monde souhaiterait qu'il en parle, mais pour l'instant, il n'en parle pas. Vous êtes sur le coup ? Je suis sur le coup, ça fait longtemps que je suis sur le coup, mais il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Je ne dis pas que la Corse est un intérêt au niveau national aussi, mais là, vraiment, c'est un niveau international. Parce qu'il le dit lui-même qu'il a voyagé plusieurs fois en Europe de l'Est à cette époque, et même en Union soviétique. Voilà. Mais il ne nous dit pas pourquoi. Voilà. Et il dit même à quelqu'un d'aussi sympathique que vous, je ne le raconterai pas. D'accord. Maintenant, peut-être que là, il serait peut-être disposé à le faire. On en parlera une prochaine fois. Une prochaine fois. Michel Barra. Oui, le rapport avec Jacques Duclos est quelque chose de très important. Parce que derrière le rapport de cet homme avec Jacques Duclos, il y a le rapport de l'histoire de la France de Jacques Duclos et de Torres. La Corse a choisi Duclos. Elle n'a pas choisi Torres. Ce qui est toute une histoire du pan de l'histoire du Parti communiste en France, donc de l'histoire de la France, et on comprend qu'il n'en parle pas. Parce que cet homme qui a été résistant, il a une parole. Il ne trahit pas ce qu'il a été amené à échanger et à faire. C'est une fidélité qu'il a. Je crois que c'est extrêmement important de souligner ça. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont eu un tout petit peu de pouvoir, ils se mettent ensuite à écrire tout ce qu'ils ont fait, et parmi ce qu'ils ont fait, même ce qu'ils n'ont pas fait.
On préfère la pudeur d'un Miguel que si vous voulez, le livre des mémoires inexactes. Dominique. Non, je suis tout à fait d'accord, c'est ça en fait. Je pense qu'il ne veut pas trahir ce qu'il a vécu, c'est comme ça, c'est entre eux. Voilà. Et d'ailleurs, il me disait que même Jacques Duclos lui disait très souvent si je racontais tout ce que je sais, mais il ne lui a jamais rien raconté. Ce que je voulais juste préciser, par contre, c'est important, c'est qu'on finit un peu là-dessus, c'est qu'au 20e congrès du Parti communiste, il y a eu le rapport Khrouchtchev quand même, qui a commencé à montrer des dérives du stalinisme. Et là, Léo Miguel, lui, s'est retrouvé quelque part. Pardon ? Il y a eu une rupture pour lui. Une rupture, disons, qui faisait, comme il dit lui-même, partie de l'appareil de l'appareil. Et à partir du moment où lui disait il faut écouter le rapport Khrouchtchev, il faut faire la critique et je veux dire l'autocritique en tout cas de ce qui s'est passé pour trouver des solutions et avancer. Puisqu'il dit qu'un mea culpa, ça ne suffit pas. Il dit un mea culpa, ça veut dire on s'est trompé. Voilà. Mais il disait il faut faire un examen critique, savoir pourquoi on s'est trompé et comment rétablir les choses. Et là, en France, il n'y avait pas cette volonté, en tout cas au sein de la direction. Et donc, il a été. Alors, certains disent qu'on a enlevé de la direction, on va penser qu'il en est parti. En tout cas, ils étaient en désaccord. Donc, il est resté au parti, mais à partir de là, il n'a plus tenu un rôle dans la direction du Parti communiste. Pour conclure, Dominique, rapidement, une question plus personnelle, au-delà des faits historiques que vous a appris Léo Miguel. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Moi, ce que m'a appris Léo Miguel, déjà, c'est ce côté de savoir garder sa jeunesse, de savoir être ouvert, et il l'est toujours, hein, toujours ouvert sur la jeunesse, malgré l'expérience. Mais voilà, de dire qu'on a aussi à apprendre des jeunes, à rester ouvert à l'autre, hormis toutes les valeurs qu'il porte, c'est-à-dire l'engagement, le courage. Hein. Et ça, je ne sais pas si je le porterai autant que lui. Mais par contre, ce qui est plus facile pour moi, c'est de garder les yeux ouverts comme lui sur le monde et sur la jeunesse. Merci Dominique Lanzala. Je rappelle le titre de votre livre d'entretien avec Léo Miguel, Un homme libre, aux éditions Albiane. Michel